Ne dites plus jamais à un propriétaire français: «Je n'ai pas de garant ici». Dites-lui plutôt que votre dossier est sécurisé à 100 par l'État français. Bienvenue dans le podcast Français clair avec Elka. C'est parti! Imaginons la Le vrai cœur du blocage tient en un mot de 6 lettres. Le garant. le fameux garant. Voilà. Et dans notre décryptage d'aujourd'hui, on va plonger dans pas mal de sources, des guides gouvernementaux, des plateformes spécialisées, pour vraiment décortiquer ce système. L'idée, c'est de comprendre pourquoi ce mur existe. Tout à fait. Et surtout d'analyser les solutions concrètes pour le traverser, même quand on arrive en France, sans réseau, sans famille sur place. D'accord. Alors, décortiquons tout ça. En tant que coach linguistique, je dois dire que je vois souvent une erreur de vocabulaire. Une erreur qui bloque les dossiers directs. Ah, la confusion classique sur les termes financiers. Exactement. Avant de chercher des solutions juridiques complexes, il faut maîtriser les bons mots. C'est massif comme erreur. C'est vrai que c'est un piège. Et le pire, c'est qu'on la retrouve dans des sources pro. Dans notre pile de documents, j'ai vu le guide de Remitly. Bon, c'est une plateforme d'envoi d'argent. Oui, très connu. Dans leurs conseils, ils écrivent texto la caution, encore appelée dépôt de garantie. Oh là là. Non, ça c'est... C'est l'erreur absolue. Pour un propriétaire français, lire ça dans un email d'introduction, c'est un signal rouge. Ça dit « je ne connais pas les règles C'est clair. La loi française est super stricte sur cette distinction. Les documents du service public et le guide Euraccess l'expliquent très bien. ». Euraccess, c'est pour les chercheurs internationaux, c'est ça? Oui, exactement. Et il rappelle que le dépôt de garantie, en fait, c'est une somme d'argent. Uniquement de l'argent. Le chèque qu'on donne au début. Voilà, le virement ou le chèque à la signature du bail. Et attention, ce montant est plafonné par la loi. Un propriétaire ne peut pas demander ce qu'il veut. C'est quoi les plafonds, du coup? C'est maximum 1 mois de loyer pour un logement vide et 2 mois pour un meublé. Et cet argent doit être rendu à la fin si l'appartement est nickel. Ok, donc si on vulgarise, le dépôt de garantie, c'est le coussin de sécurité immédiat, pour les petits dégâts. C'est une bonne image. Mais la caution, dans le langage immobilier français, c'est pas du tout de l'argent. Non, pas du tout. C'est une personne physique ou une entreprise. C'est le garant, la personne qui va payer si le locataire arrête de payer. Et le guide Euraccess va même plus loin. Il sépare la caution simple de la caution solidaire. Et ça, c'est hyper important pour comprendre les propriétaires français. Attends, je regarde mes notes. Essayons de bien visualiser ça avec une métaphore. La caution simple, c'est un peu comme une route avec une énorme déviation. Comment ça? Si le locataire arrête de payer son loyer, le propriétaire ne peut pas aller réclamer l'argent au garant tout de suite. Il doit d'abord attaquer le locataire. Ah oui, prouver qu'il est insolvable. Voilà. Ça implique des tribunaux, des huissiers, bref, un barrage routier qui peut prendre des années. Du coup, le garant n'est qu'une roue de secours lointaine. Exactement. Alors que la caution solidaire, pour garder l'analogie, c'est la voie rapide, le télépéage. C'est très bien vu. Dès le premier retard, le propriétaire ignore le locataire et va piocher direct dans le portefeuille du garant. La responsabilité est immédiate. Et en France, il faut savoir que presque 100% des contrats utilisent cette caution solidaire. Les propriétaires exigent ce niveau de sécurité maximum. Mais pourquoi une telle peur de l'impayer? Parce que la loi protège énormément le locataire qui est déjà dans les murs. On a par exemple la trêve hivernale. Ah bien, on ne peut expulser personne pendant l'hiver. Exactement. Pendant plusieurs mois, c'est interdit, même s'il n'y a plus aucun loyer payé. Donc face à une justice lente, les propriétaires veulent une garantie en béton. Ça explique la psychologie locale. Mais du coup, gros problème de cause à effet, comment faire un ingénieur indien ou un étudiant colombien? S'ils n'ont pas de famille en France, c'est bloqué. Bah oui, leurs parents sont à 10 000 km, ils n'ont pas de fiche de paie en euros. Comment ils obtiennent cette fameuse caution solidaire? C'est là que l'État français a réagi. Plusieurs sources, comme Campus France ou Study in France, parlent de la solution miracle. Ça s'appelle Visal. Visal, j'en entends souvent parler. C'est public, c'est ça? Oui, c'est une caution locative publique. Et chose rarissime, c'est totalement gratuit. Gratuit pour le locataire et pour le propriétaire. Gratuit? Attends, rien n'est jamais 100% gratuit. Qui paye la facture à la fin? En fait, derrière Visal, il y a Action Logement. C'est un organisme puissant financé par une taxe sur les entreprises françaises. Ah, je vois. L'économie finance le logement. C'est la logique. Pour que l'économie tourne, les jeunes et les employés doivent pouvoir se loger. L'État joue donc le rôle de garant. Et s'il y a un impayé? L'État rembourse le propriétaire directement, puis il s'arrange avec le locataire avec un échéancier pour récupérer l'argent.
D'accord, l'État se mouille, mais on connaît la bureaucratie française. C'est quoi les conditions d'accès? C'est un parcours du combattant? Eh ben, étonnamment, non, c'est assez simple. Le critère numéro 1, c'est l'âge. Entre 18 et 30 ans. Et la situation pro importe peu. Peu importe. Étudiant, salarié, chômeur, ça marche. Pour un Européen, une carte d'identité et une carte étudiante suffisent en ligne. Et pour les non-européens, reprenons notre étudiant brésilien du début. Campus France est clair là-dessus. Pour les non-européens, il faut absolument un VLS-TS. VLS-TS, un visa long séjour valant titre de séjour. C'est ça. Dès qu'on a ce document, on a les mêmes droits d'éligibilité à Visal qu'un Français. Attention par contre, là je dois mettre ma casquette de coach de français. Alerte rouge sur un faux ami administratif. Tu parles du terme utilisé par la plateforme? Ouais. Quand le dossier est validé, le site donne un PDF qu'ils appellent le visa Visal. C'est un terme horrible. C'est vrai que c'est hyper trompeur. Ça n'a rien à voir avec un visa pour passer la douane. Bon. C'est juste un certificat, un papier qui dit au propriétaire « c'est bon, l'État vous couvre ». C'est une attestation d'éligibilité, tout simplement. Et la chronologie est vitale. Les sources insistent. Il faut demander ce visa Visal avant de signer le bail. Ah oui, on ne peut pas signer et dire au propriétaire au fait, je rajoute Visal le mois prochain. Impossible. Mais attends, il y a un truc qui me chiffonne. Si Visal, c'est gratuit, garanti par l'État, blindé, pourquoi tant de gens se font refuser leur dossier? C'est la dure loi du marché privé français. Le propriétaire d'un appartement privé a totalement le droit de refuser Visal. Même si c'est l'État qui garantit? Oui, souvent par méconnaissance. Les propriétaires plus âgés, par exemple, ils préfèrent les bonnes vieilles fiches de paye d'un parent français. Ils se méfient de la nouveauté. C'est dingue. L'innovation fait peur. Mais il y a une exception dont on doit parler, hein? Le parc public, oui. Les logements du Crous. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. C'est ça. Dans ces résidences publiques pour étudiants, Visal est accepté d'office. C'est une convention nationale. Très bien, c'est une super initiative. Mais imaginons un locataire de 35 ans en reconversion. Il n'a plus l'âge pour Visal. Effectivement, il sort des critères de base. Ou alors quelqu'un qui tombe sur un propro borné qui refuse Visal. Est-ce qu'on abandonne le projet d'expatriation? Pas du tout. La nature a horreur du vide. Le marché privé a inventé des alternatives. La source Study in France détaille très bien ça. Les fameux garants institutionnels privés. Exactement. La PropTech, la technologie immobilière. Des startups conçues pour les profits internationaux. On parle de Garantem, Smart Garant ou Cautioneo. Ok, je comprends la théorie. Mais logiquement, il y a une faille. Un proprio français de 70 ans refuse l'État français avec Visal. Mais il ferait confiance à une start-up de la tech. C'est une excellente remarque. Mais l'astuce, ce qui rassure vraiment le propriétaire, c'est pas la start-up. C'est quoi alors? C'est le partenaire derrière. Ces entreprises sont des courtiers. Elles travaillent avec des géants mondiaux de l'assurance. Allianz, Generali, MMA. Ah, du lourd! Voilà. Le proprio n'accepte pas Garantem. Il accepte un contrat d'assurance bétonné par une institution financière historique. C'est le mot magique. D'accord, là, l'argument de vente est clair. Par contre, contrairement à Visal, ça coûte cher. J'ai fait les calculs avec nos sources. Ça représente un budget, oui. Prenons Garantem. C'est environ 4,5% du loyer annuel. Pour un appart à 800 € par mois, ça fait plus de 430 € par an. Et il faut payer ça chaque année? Juste pour le droit d'avoir un garant. Cautioneo est un peu différent, avec un paiement mensuel d'une quinzaine d'euros. Mais ça reste une grosse somme. C'est vrai. Mathématiquement, c'est lourd. Mais il faut voir l'image globale du marché immobilier français. C'est-à-dire? Dans les zones tendues. Paris, Lyon, Bordeaux, tu as parfois 50 candidats pour une seule visite. Ouais, la guerre, quoi. Exactement. Le proprio veut zéro risque. Donc payer ces 400 € sur un marché aussi saturé, c'est souvent le seul ticket d'entrée. Le prix de la tranquillité d'esprit pour avoir les clés. C'est un investissement nécessaire. Et la garantie bancaire dans tout ça. J'ai vu des gens sur Reddit en parler. Bloquer 6 mois de loyer sur un compte français. Techniquement, c'est possible. Mais on retombe sur le mur du début. Pour bloquer l'argent, la banque veut un justificatif de domicile. Donc un appartement. L'enfer administratif pur et simple. Les néobanques essayent d'assouplir ça, mais ça demande de mobiliser beaucoup de cash très longtemps. C'est pour ça que Garantem ou Smart Garant marchent aussi bien. Ils te sortent le certificat en 24 heures. Ils brisent le cercle vicieux, oui. Bon, résumons. On a compris la différence entre dépôt de garantie et caution. On a notre garant, Visal ou privé. On pourrait se dire que c'est gagné. Sauf que non, le garant, c'est juste une pièce du puzzle. IT des données. C'est fondamental. Les propriétaires demandent ton passeport, ton avis d'imposition, tes fiches de paie.
Et envoyer ça par mail classique, c'est un suicide numérique. Oui, s'exposer au vol d'identité. C'est là qu'un outil comme Dossier Facile devient incontournable. Nos sources présentent Dossier Facile comme un service de l'État gratuit. Mais concrètement, comment un site web protège mon identité? La magie du système, c'est le filigrane, le watermark. Ah oui, le texte en surimpression. Voilà. Dossier Facile ajoute automatiquement un filigrane sur tous les documents. Une phrase comme « document exclusivement destiné à la location immobilière C'est brillant. Parce que si un fraudeur récupère le dossier, il veut utiliser les fiches de paie pour ouvrir un crédit à la consommation. ». Et avec le filigrane en travers du passeport, la banque va refuser direct. Le document devient utilisable pour les escrocs. Et en plus, le site vérifie si le dossier est complet et logique. Ça donne un petit saut de qualité gouvernementale. Les propriétaires adorent ça. Tout à fait. Et un autre point soulevé par les guides, ciblés, la traduction des documents étrangers. Ah oui, donner une fiche de paie en mandarin à un proprio à Strasbourg, ça sert à rien. Il faut faire un effort. Une traduction certifiée pour au moins indiquer où se trouve la ligne du salaire net. C'est une marque de sérieux. Et le sérieux, ça passe aussi par le vocabulaire. Pour un niveau B1 ou B2, les mots choisis lors de la première visite sont cruciaux. C'est là que le coach linguistique intervient. Complètement. Face à un propriétaire, il ne faut jamais se justifier en disant « je n'ai pas de famille ici, je n'ai pas de garant ». C'est le meilleur moyen de lui faire peur. Exactement, ça active son angoisse de l'impayé. Il faut inverser la dynamique, utiliser une sémantique de sécurité. Du style, par exemple. Par exemple, dire « mon dossier inclut la garantie de l'État français qui vous protège à 100%. » C'est beaucoup plus positif. Associer l'État et la protection totale, ça désamorce tout. On peut rajouter « j'ai fait certifier mes documents par la plateforme Dossier Facile ». Ça montre qu'on maîtrise l'écosystème local. On n'est pas un touriste perdu. Et cette maîtrise aide aussi à éviter le grand fléau, les arnaques immobilières. Notre source spécialisée là-dessus est effrayante. Les escrocs sont très bien organisés en France. En la lisant, je pensais que le drapeau rouge, ce serait un faux contrat de location hyper complexe. Mais non, c'est beaucoup plus basique. C'est le prix. Toujours se méfier du prix. Un grand appartement refait à neuf dans le centre de Lyon à 500 € par mois. Faut courir dans l'autre sens. C'est clair. Un loyer dramatiquement sous le prix du marché, c'est un appât. Souvent avec des photos volées sur Airbnb. L'autre drapeau rouge massif mentionné par la source, c'est le mode de paiement. Surtout avant la visite. La règle d'or est simple. Un propriétaire honnête ne demande jamais, au grand jamais, le moindre centime avant d'avoir signé le bail sur place. Jamais. Et pourtant, les escrocs demandent de bloquer l'appartement. Et pas par virement bancaire, hein. Non, ils utilisent des méthodes introuvables. Le mandat cash de la Poste, Western Union, Transcash ou les coupons Néosurf achetés au tabac du coin. Et pourquoi ces méthodes? Parce que ça permet de retirer l'argent en liquide n'importe où dans le monde. Aucune trace nominative. Une fois le code donné, l'argent s'est volatilisé. Et les escrocs jouent vachement sur l'urgence en plus. Oh oui. La source détaille le profil du faux propriétaire. Il dit habiter à l'étranger, qu'il va prendre l'avion exprès pour faire la visite. Le fameux coup du « je ne veux pas me déplacer pour rien, prouvez-moi votre solvabilité ». Voilà. Et il met la pression. Si vous n'envoyez pas le coupon Néosurf ce soir, je donne l'appart à quelqu'un d'autre. C'est hyper angoissant. Faut juste savoir respirer et bloquer le contact direct. Bon, c'était une exploration assez dense. Très riche, mais vital pour ceux qui s'installent. Faisons un petit récapitulatif pour bien ancrer les concepts. 1. On ne confond jamais dépôt de garantie, l'argent, et caution, la personne. 2. On vérifie son éligibilité à Visal, gratuit et étatique. Si ça ne passe pas, on se tourne vers les courtiers privés comme garante. 3. On blinde ses documents avec dossier facile. On traduit ses fiches de paie. Et on fuit les demandes de mandat cash. C'est la base de la survie immobilière en France. Et comprendre tout ça avant d'arriver, c'est s'enlever une charge mentale énorme. L'expatriation, c'est déjà assez dur comme ça. Et tu sais, au-delà des astuces pratiques, ce décryptage pose une vraie question sur la société française actuelle. Ah oui, sur quel plan? Pendant des décennies, louer un appartement en France, ça reposait presque uniquement sur le garant familial, les parents qui ont un bon CDI. Un système très inégalitaire pour ceux qui viennent de loin. Ou même pour les Français qui n'ont pas de parents riches. Mais aujourd'hui, avec la montée de ces garanties institutionnelles, Visal ou les startups numériques, ça change. La confiance se numérise en fait. Ceux qui nous écoutent, gardez l'œil ouvert et préparez bien vos dossiers. À très vite. Et vous, quel est votre plus grand obstacle pour trouver un logement en France? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires. J'y répondrai personnellement pour vous aider. Laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a été utile et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains conseils.
À bientôt pour un nouveau podcast Français clair avec Elka.